Je suis également salariée. Je suis architecte logiciel chez Mobizel. Voilà, qui travaille juste au-dessus, au 3e étage. Alors, ça c'est pas très classique. Je vais vous donner le pronom avec lequel je souhaite qu'on s'adresse à moi, quand on parle de moi, en fait, quand on fait une phrase. Donc je souhaite qu'on utilise il, lui. Et en anglais, j'utilise he, him, ou j'utilise, enfin donc his parce qu'ils ont aussi ça en anglais, et j'utilise également they. C'est sûr, oh non. Et on accorde quand on parle de moi les choses au masculin. Je vais vous faire un exemple. Voici Antonin, il est friand de slides de présentation inhabituels. Je suis sûre que c'est la première fois qu'on vous la fait celle-là. Donc voilà, du coup vous pourrez parler de moi plus facilement. Donc qu'est-ce que c'est que cette présentation? Déjà j'ai réussi à caser le mot sexuel dans un événement, je suis assez fière de moi. On va voir ce que c'est qu'une minorité sexuelle. Alors en fait c'est un terme qui est quand même beaucoup plus utilisé en anglais, sexual minority. En français ça se développe mais c'est moins fréquent. C'est quand même utilisé par l'ONU, donc ça donne un peu de la crédibilité. On pourrait donc mettre dans minorité sexuelle en fait tout groupe de personnes dont le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou romantique, les pratiques sexuelles, relationnelles, diffèrent de ce qu'on va considérer de la norme dans leur environnement social. Donc ça va dépendre du coup du pays dans lequel on vit, de la culture dans laquelle on vit. Alors des exemples, qu'est-ce que ça pourrait être une minorité sexuelle? Ça pourrait être une femme et être attiré, il manque un peu, par les femmes. Ça peut être aussi être un homme ayant été déclaré femelle à la naissance. Ça arrive. Ça arrive. Ça peut aussi être autre chose qu'un homme ou une femme. Ça arrive aussi. Ça peut être avoir un sexe, vous connaissez mâle-femelle, il y en a d'autres, qui ne rentrent pas donc, dans le cadre mâle-femelle habituel, ce qu'on a l'habitude de voir, on va dire, dans les définitions de la médecine. Et ça peut être aussi, par exemple, n'éprouver aucun intérêt du tout pour la relation amoureuse, c'est-à-dire ne pas du tout tomber amoureux, ne pas avoir envie de tomber amoureux, et voilà, et être tout à fait heureux comme ça. Alors, derrière ces exemples, en fait, il y a des concepts qui permettent un petit peu de théoriser, donc on va théoriser ensemble. On va parler du coup de sexe. Alors, le sexe, il est administratif. Je pense que vous savez que vous avez un sexe administratif. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est en fait la question comment est-ce qu'on nous a classés, tout bêtement, dans des grands listings de personnes. En France, du coup, on n'a que 2 sexes. On n'a que mâle-femelle, c'est défini dans la loi. Mais, évidemment, il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas, donc c'est un truc à avoir en tête. Donc vous pouvez avoir des personnes qui ont un sexe qui n'est pas mâle-femelle, qui peut même être indéfini, et c'est en train de bouger également en France, donc partez pas du principe que ça va rester 2 sexes administratifs jusqu'à la fin de votre vie. Le sexe, du coup, on pense plutôt à un truc biologique de base. Alors là, je sens l'argument, le sexe, oui, c'est mâle-femelle, c'est la biologie, c'est la vérité. Eh bien, que nenni, si vous posez la question justement à des biologistes, ils vont tous vous dire que le sexe, c'est un ensemble de plein de choses. C'est des marqueurs hormonaux, c'est la présence ou non de certains organes dans son corps, le format de ces organes, ça va être le développement de caractères sexuels secondaires comme avoir la poitrine qui pousse, avoir des poils, des choses comme ça, avoir une voix grave, ce qui n'est pas mon cas. Donc le sexe, c'est vraiment plein de choses, c'est des chromosomes, et donc il n'y a pas que mâle-femelle, en fait il y a juste 2 pôles qui vont être plus fréquents, mâle-femelle, et puis plein de variations. Donc déjà on voit juste qu'avec le sexe administratif et le sexe biologique, c'est pas fun, et on a d'autres complications qui arrivent. Alors, après il y a la notion de genre. Le genre il est psychologique, c'est répondre du coup à la question en fait, du coup toi t'es quoi? Tu te ressens comment? Donc le plus souvent les gens vont dire moi je suis un homme, moi je suis une femme, mais pas forcément. En fait on va considérer qu'il y a en général un ressenti par personne. Donc on peut potentiellement avoir autant de genre qu'on a de personnes. Et chez certaines personnes, donc, elles ne vont pas dire je suis un homme, je suis une femme, elles vont dire autre chose. Et chez certaines personnes, elles ne sont pas capables de dire je suis avec un mot à la fin parce que ça change, ou parce que c'est flou. Et dans mon cas, voilà, c'est le cas. Moi je suis bien embêtée si je dois me positionner dans un genre, et en fait la question ne m'intéresse pas. Donc si ça vous intéresse, c'est bien, mais pas moi. Et en plus ça bouge, donc bon, voilà. Du coup, ça c'est dans ma tête, c'est ma psychologie. Et donc c'est pas forcément aligné sur mon sexe, puisque a priori moi mon sexe est globalement assez bien dans les normes. Il n'y a aucune palette, mais a priori je suis plutôt dans les normes.
et j'ai un genre psychologique qui fait n'importe quoi. Le genre, il est aussi social. Donc ça va être, est-ce que voilà, je me présente comme un homme, je me présente comme une femme, je me présente comme autre chose. Par exemple, on va voir du coup dans ces critères-là comment vous vous habillez. Porter une chemise et des cheveux courts, c'est différent de porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Je vous laisse voir en quelle catégorie vous rangez ça. Donc ça dépend évidemment encore beaucoup d'où vous vivez. Ce qui est vrai maintenant en France métropolitaine n'est pas vrai dans un autre pays, n'est pas vrai dans une autre époque, n'est pas vrai il y a 50 ans, il y a des choses, des marqueurs qui étaient différents. Enfin voilà, je pense que, les exemples, les cheveux longs, en Bretagne, il y a le droit pour les hommes de porter les cheveux longs, c'est interdit dans d'autres régions de France. Vous êtes automatiquement du coup une personne efféminée si vous avez des cheveux longs. Non, c'est pas vrai, mais vous voyez l'idée. Alors il y a un autre concept qui peut être l'orientation. Alors ça c'est le truc le plus connu, c'est les fameux, les gays, vous savez les gays et les lesbiennes. Donc l'orientation sexuelle, ça va être en gros qui vous attire ou ne vous attire pas physiquement, sexuellement, donc avec qui vous voulez faire des choses dans un cadre privé ou non d'ailleurs. Et il y a aussi l'orientation romantique, c'est globalement avec qui vous avez envie de manger un petit déjeuner en vous regardant droit dans les yeux avec le cœur qui bat et que quand cette personne n'est pas là, vous avez des papillons dans le ventre. Donc voilà, qui sentimentalement, globalement, vous attire. Ça peut ne pas être du coup en concordance, on peut être attiré par, je sais pas, par exemple, tout le monde sexuellement et puis uniquement tomber amoureux d'hommes. Il y a le droit, c'est autorisé. Et en plus, on peut ne pas être attiré du tout ou peu. Donc c'est ce qu'on appelle la sexualité et le romantisme. Donc ce sont des spectres, c'est pas interdiction formelle de tomber amoureux. C'est globalement, par exemple, je ne tombe quasiment pas amoureux, ou alors ça m'arrive une fois tous les 10 ans. Ça m'intéresse pas, mais ça peut arriver. Ou bien je suis globalement attirée par personne sexuellement, sauf éventuellement les gens avec qui j'ai une connexion très très forte émotionnelle. Donc ça, c'est pas classique, on n'en parle pas, mais ça existe. On arrive du coup aux pratiques, au comportement, comment tout ça va se traduire aussi dans la vie. Au niveau relationnel, du coup, avec qui on entreprend des relations? Avec des hommes, avec des femmes, avec des gens qui ont un genre qui est un truc, comme dans mon cas. Et puis avec combien de personnes? Par exemple, est-ce que vous, votre format de couple préféré, c'est avec 0 personne? Le plus souvent, c'est plutôt avec une personne. Les gens ils disent, voilà, tu as le droit à une personne. Un couple, c'est une personne. Et bien, il y a des gens qui ont plus d'une relation à la fois. Vous avez vu, j'ai mis un truc d'informaticien, 0, 1, supérieur 1, ça fait sérieux. Ça va être aussi comment ta famille elle se compose. Est-ce que c'est un papa, une maman et un petit garçon, une petite fille? Ou bien peut-être que vous avez 3 parents, peut-être que vous êtes en concubinage, peut-être que vous êtes pacsé, peut-être que vous faites de la polygynie, vous avez plusieurs épouses, ou de la polyandrie, vous avez plusieurs maris, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont différentes, encore selon la culture. Et puis, il y a les questions de savoir qui est le parent de qui. Ça, c'est un problème assez épineux dans toutes les lois du monde entier. Ça a des répercussions après sur le design, on le verra. Et puis les pratiques sexuelles. Alors les pratiques sexuelles, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est ce que dans le cadre culturel dans lequel on se place, c'est jugé comme un truc conventionnel ou pas conventionnel. Je ne donnerai pas d'exemple. L'expression de genre dont on a parlé, par exemple, moi donc je mets du vernis à ongles et je me présente socialement plutôt comme un homme, donc c'est quelque chose de transgressif, mais j'arrive à le vivre. Et là, donc on arrive au sigle. Ça, c'est le sigle à retenir. C'est un truc à retenir ce soir, c'est ça. C'est le sigle LGBTI, donc ça c'est le mot magique. LGBTI, ça veut dire quoi? Alors en fait, L c'est pour lesbienne, donc c'est les meufs qui aiment les meufs. G c'est pour les gays, c'est les mecs qui aiment les mecs. Le B c'est pour biromantique ou bisexuel, donc les personnes qui peuvent être attirées par plus d'un genre. Donc voilà, vous avez le choix, plus d'un en tout cas. T pour les personnes transgenres. Donc les personnes transgenres sont les personnes qui ont un genre psychologique et social en général, qui va pas être celui qu'on attend en fonction du sexe qu'on leur a donné à la naissance. Je fais un exemple. Moi, j'ai été assignée femelle à la naissance, donc là, tout le monde s'attendait à ce que je devienne une meuf. Raté, je suis une personne transgenre. Donc c'est bien tenté, mais c'était raté. Et les personnes intersexes, donc, sont toutes les personnes dont le sexe ne va pas rentrer dans les critères classiques de ce qu'est un mâle et de ce qu'est une femelle. On peut rajouter des lettres. C'est assez, on les voit celles-ci. Donc j'ai mis le Q pour queer, le A pour asexuel, aromantique, agent, et le P pour les personnes polyamoureuses. Polyamoureuses, c'est les personnes qui ont plusieurs amoureux ou amoureuses potentiellement en même temps. C'est mon cas aussi.
Et le plus, c'est parce qu'après, sinon, on arrête les lettres. Donc, oui, on peut complètement rallonger encore ce cycle. Certains le tentent pour des soucis de simplicité. Moi, je m'arrête LGBTI et sinon, j'utilise d'autres termes. Parce qu'à un moment, ça fait trop long. Voilà, donc on peut utiliser d'autres termes. Comme je le disais, je vous ai mis quelques exemples. Donc, j'imagine que vous les avez tous déjà vus. Donc, il y a demisexuel, bear, non-binaire, genderqueer, maverick, il est très connu celui-là. Pansexuel, alors celui-là je ne sais pas comment on le prononce, mais je crois que c'est Katoin. Polysexuel, Gwyn, Butch, PD, Boy, gay romantique, variant dans le genre, neutre, bigenre, Mahou, FTM, tout spirit, Ijra, Herma, Fa, affiné, transpédé, genderfluid, aborageant, et dès comme ça je peux vous en remplir 10 slides. Donc voilà, là je sens que j'ai ouvert un nouveau monde de possibilités pour vous. Vous comprendrez aisément que j'utilise LGBTI dans la suite de la présentation, sinon on peut se faire un séminaire de quelques semaines ensemble pour voilà, essayer de tous trouver comment on se sent, avec quelles étiquettes. Ce serait un chouette voyage. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Alors là, je vous ai fait du coup des slides super théoriques, sans doute un peu chiantes parce que pleines de vocabulaire. Pourquoi je donne ces détails? Parce qu'on parle d'inclusion. Avant d'inclure des gens, c'est bien de savoir qui on veut inclure. Donc il fallait, à mon avis, un petit peu définir ces notions qui vont être le sexe, le genre, les orientations sexuelles romantiques et les pratiques. Sinon, on ne peut pas se parler entre nous. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on souhaite inclure? Il faut bien avoir à l'esprit que parmi les personnes LGBTI, vous avez vu ma slide de vocabulaire, il y a des diversités absolument folles de gens, parce que les gens passent par des expériences différentes, ont des identités différentes, et au fur et à mesure de leur vie, voilà, vont se coller éventuellement des étiquettes différentes. Donc on ne peut pas dire, voilà, j'inclus les LGBTI comme si c'était un bloc monolithique où tout le monde était pareil. Et surtout, il faut voir que, donc si on a une personne, une histoire, on peut cumuler avec d'autres choses. Il est possible d'être une personne LGBTI et d'être noir. Ça existe. Il est également possible d'être une personne sourde et lesbienne. J'en ai déjà vu. C'est incroyable. Hein. Mais c'est toujours bien de le rappeler quand même. Sinon on se dit, oh, il y a les noirs, après il y a les PD, les sourds, donc c'est bon. Mais en fait, vous pouvez tous en même temps. Et puis surtout, donc, les concepts que je vous ai présentés, ils ne sont pas étanches les uns aux autres. Comment on se ressent, quel genre psychologique on a, ça a souvent des répercussions sur comment on va se présenter au reste du monde, comment on va être perçu, comment on va définir son orientation sexuelle, par exemple. C'est pas des choses qui sont figées. Enfin, les gens ne sont pas des concepts. Hein. Les gens sont des personnes qui naviguent comme ils peuvent avec tout ça. Et en plus, donc, vous avez vu ma slide avec plein de mots. Je suis ravie de vous apprendre que Tumblr invente à peu près un mot toutes les semaines. Donc, du coup, il est totalement vain de penser qu'on va tout connaître à un instant T. On est obligé, du coup, de rester à l'affût. Et il y a même donc, des gens qui travaillent dans des universités qui sont payés pour réfléchir sur ces concepts et qui écrivent des livres qui sont compliqués à comprendre, avec des phrases compliquées. Et on a surtout donc l'anglais. Le fait que de plus en plus de personnes francophones parlent aussi maintenant anglais, ça a fait une grosse évolution dans comment on conceptualise les choses, comment on nomme les choses, et ça va continuer à évoluer. Donc voilà, du coup, je vous invite à rester curieux de tous ces gens-là qui sont les LGBTI. Donc voilà, maintenant du coup tout le monde gère à fond, tout le monde est expert en LGBTitudes. Donc, concrètement, dans nos services numériques, qu'est-ce que vont rencontrer les minorités sexuelles? Alors, je vais vous présenter surtout ce que les personnes rencontrent vis-à-vis du sexe, du genre et de l'identité, parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact sur la vie réelle. Après, les autres choses, ça se traite beaucoup plus rapidement et vous verrez, il y a moins de slides. Mais on va un petit peu détailler ce qui se passe au niveau du sexe, du genre. Alors, souvent, dans les formulaires, on trouve cette question. Sexe, question obligatoire, homme ou femme, bouton radio. Tu as un seul choix et c'est forcément homme ou femme. Grande question, moi quand je vois ça, je me demande, est-ce qu'on me pose la question de mon sexe administratif, auquel cas c'est femme en France? D'ailleurs, est-ce qu'on me pose la question de celui que j'ai eu à la naissance, celui que j'aurais à l'instant T? Parce que moi j'ai des amis qui ont eu un sexe administratif à la naissance qui n'est pas le même que celui qu'elles ont maintenant, donc qu'est-ce qu'on veut savoir? Ou bien est-ce qu'on me demande comment je me ressens, ou bien comment est-ce que je me vis? Donc genre psychologique ou genre social.
Donc pour simplifier dans l'exemple, on va dire que là c'était le sexe administratif. On pourrait donc reformuler en sexe administratif, quel est-il, homme ou femme? Ou bien, quel est votre genre administratif? Ou bien, qu'indiquent vos papiers d'identité? Qu'est-ce que ressent une personne si elle voit la question directe dans un formulaire, qu'indiquent vos papiers d'identité, homme ou femme? Elle va se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? C'est quand même un petit peu étrange, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Où est-ce que ça va chuter? À qui ils vont le dire? Vont-ils envoyer ce rapport au ministère de l'Intérieur? Donc ça vous met déjà en bien. Après, il y a des gens, donc, ça peut être mon cas, ça peut être le cas de beaucoup de mes amis, qui vont se dire, chouette, on me demande mon sexe administratif, c'est hyper sympa de me rappeler que mes papiers ne sont pas du tout conformes à mon identité. Là, ça m'a mis dans de super bonnes dispositions mentales, je me sens plein d'estime de moi-même. Je vais immédiatement commander cet objet très cher sur votre site internet, parce que là, je me sens bien, ça m'a mis souriant. Donc non, ce n'est pas le cas. Et puis, vous avez évidemment, du coup, le cas d'une personne qui n'est pas française, et qui a un sexe administratif qui n'est pas homme et pas femme. Et là, elle se dit, bah c'est cool, du coup je peux pas remplir le formulaire, ça fait plaisir de voir que les Français ont pensé à moi, que je me sens inclus, je vais immédiatement acheter cet objet cher sur votre site internet. Non plus. Et donc, bon, avec le sexe administratif, on voit déjà que c'est problématique, mais qu'est-ce qui se passe, pire encore, si on utilise le genre psychologique ou le genre social? Si on dit aux gens, t'es quoi? C'est obligatoire, homme ou femme? La personne ressent quoi? Eh bien, on ressent à peu près pareil. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Est-ce que c'est envoyé au ministère de l'Intérieur? C'est hyper gentil de me faire me souvenir que la plupart des gens considèrent qu'il n'y a que des hommes et des femmes et que je n'ai pas de place, donc je vais m'empresser d'acheter votre objet cher sur ce site ou de m'inscrire dans votre service où je me sens terriblement inclus. Ou bien, eh ben, c'est cool, mais du coup, je peux juste pas répondre, je ne sais juste pas quoi faire, donc je vais m'en aller. C'est ce qui arrive. C'est pas que, évidemment, la question du genre, on a d'autres champs qui sont, des enjeux aussi sur l'identité. Ça va être évidemment le prénom. On va en parler pourquoi. Quelles sont les conséquences quand on a un champ avec un prénom? Ça va être le titre de civilité, monsieur, madame, mademoiselle, parce que souvent ben, c'est quand même un petit peu lié à un genre social. Et ça va être aussi le numéro de votre carte vitale, le numéro de sécurité sociale, le numéro INSEE qu'on appelle donc le NIR, qui commence en général par un 2 ou un 1. Et vous savez peut-être, du coup, le 2 c'est plutôt pour les meufs et le 1 c'est plutôt pour les mecs, en général. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces champs dans la vraie vie des formulaires? En général, les gens ont codé de façon hyper agréable des contraintes automatiques où tous les champs se remplissent tout seuls. Par exemple, vous rentrez votre numéro de sécurité sociale et là, par la magie, il y a monsieur, madame, mademoiselle qui se sont remplis tout seuls, on vous a coché un sexe et vous avez, par exemple, si vous êtes une femme, on vous a même déjà prévu un champ pour mettre un mari. Des choses comme ça. Et si vous n'avez pas de mari, vous ne pouvez pas être une madame, vous êtes forcément une mademoiselle, parce qu'à un moment, quand même, il faut qu'on sache. Toutes ces déductions sont complètement, en général, pas du tout légales. C'est juste des gens qui se sont dit, ouais, je vais contraindre mes données et mes formulaires, comme ça les gens, ils ont moins de travail. Et là, vous avez donc les personnes comme moi, ou tous mes amis, qui ne peuvent pas remplir le formulaire, puisqu'il y a donc des contraintes qui ont été codées toutes seules. Alors, quand on peut les désactiver en JavaScript, c'est pratique, mais tous mes amis ne sont pas informaticiens. Du coup, certains ne peuvent juste pas remplir le formulaire parce que quelque part, un développeur s'est dit moi, je vais aider les gens, je vais mettre plus de contraintes automatiques. Merci. Ces champs-là aussi ne sont pas modifiables. Une fois qu'on a rentré son prénom, il y a plein d'endroits où c'est fichu, vous ne pourrez plus jamais le modifier à l'infini. Et moi, j'ai changé mon prénom légalement. Je vous laisse imaginer le nombre de courriers que j'envoie, ou de mails, ou de numéros de téléphone. Je déteste appeler des gens, où je dois donc leur expliquer ma vie. Très agréable, pour juste changer mon prénom, bon, sinon du coup, je ne le fais pas. Et puis il y a plein d'endroits où les gens qui ont un numéro de sécurité sociale qui commence par un 7 et un 8, et oui, ça existe, ce sont des numéros provisoires, et ben, peuvent pas s'inscrire. Juste peuvent pas, alors que c'est un numéro qui existe pour de vrai. Donc ça c'est quand même gênant. Dans la vraie vie, donc, ça a des contraintes, ça fait que on doit donc, comme je vous le disais, obligé de se justifier, se dévoiler. Ça va se passer soit quand on appelle un service client, ce qui arrive hyper souvent, ou quand on envoie des emails, un service client. Donc c'est des inconnus, vous allez livrer quand même une part hyper intime de votre vie. Donc salut, tu me connais pas, j'ai changé de prénom, je suis une personne transgenre, et est-ce que tu pourrais modifier ma civilité sur le site? C'est toujours difficile. Et puis ça se traduit tout simplement après dans la vraie vie, quand vous allez voir des vrais gens, parce que vous avez eu un dossier numérique et que vous allez aller voir des vrais gens dans un guichet. Et là, c'est encore plus fun, parce que dans la vraie vie, vous pouvez potentiellement vous faire tabasser. Ou juste, vous pouvez avoir des refus de soins ou des refus de services.
Donc ça vous met en danger dans la vraie vie, ça dévoile votre identité, mais pas que au guichet, ça dévoile votre identité à genre vos amis qui passent sur un site internet ou qui voient un formulaire imprimé, ou dans une application mobile, vos collègues, votre famille, tous ces gens-là, c'est trop bien. Vous avez aussi derrière du coup des questions dans l'e-commerce, le commerce, des fois vous avez des colis qui vous sont livrés, pas pouvoir modifier un prénom ou pas pouvoir choisir quel prénom on utilise, bah, ça fait que par exemple moi je ne me faisais livrer qu'au travail ici parce que j'étais pas obligée de donner ma carte d'identité parce que c'est un bureau où mes collègues pouvaient signer à ma place. Donc ça veut dire qu'après je me tape les 12 kilos de croquettes à ramener à la maison dans mon sac à dos. Merci la France. Plutôt que donc de le faire livrer chez moi, où j'aurais été obligée de donner ma carte d'identité à quelqu'un que je ne connais pas, et donc d'expliquer ma vie, puisqu'il m'aurait dit mais non, ça ne peut pas correspondre, vous ne pouvez pas être votre sœur, des choses comme ça. J'ai plein d'anecdotes. Donc la confidentialité, on en a parlé, c'est pas fun. Du coup, les gens font quoi quand on a des problèmes de confidentialité? L'exemple typique, vous êtes une jeune personne transgenre de 17 ans, vous vivez encore chez papa-maman, et là vous dites ouais, mais moi je dois utiliser un autre prénom parce que là je me sens pas bien. Et bien vous créez 2 comptes Facebook et vous avez des amis séparés dans 2 comptes. Et il faut vous souvenir mentalement de qui est sur quel compte et qui est au courant de quoi. Et que quand vous les croisez en même temps dans la rue, c'est la panique. Là, c'est vraiment des trucs très concrets. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe surtout, c'est que les gens arrêtent d'utiliser les services, donc se privent d'interaction sociale. Donc là, c'est un peu dommage. Et donc la non-utilisation des services, elle est en fait pour de vrai. Hein. Il y a même moi, ça m'est arrivé de juste à certains moments, je considère que ça me mettait trop en danger, soit émotionnel, soit carrément physique potentiellement, j'ai arrêté d'utiliser des services. Les IBL, SNCF, ce genre de choses par exemple. Donc là, on a super bien réussi, bravo! Grâce à des erreurs de design, parce que les gens juste savaient pas, on a des personnes qui n'utilisent pas les services parce que ça les met en danger. Donc j'ai mis un gif pailleté avec un pouce qui fait bravo. Voilà. On va prendre un cas réel, peut-être que vous savez que Facebook a tout changé son système de genre sexe, qui maintenant c'est un des trucs les plus complexes de la planète, si on va voir des copies d'écran. En fait, il y a eu plein de demandes aux États-Unis de gens qui n'arrivaient pas à s'inscrire sur Facebook parce qu'ils devaient choisir homme ou femme et que ça ne marchait pas pour eux. Donc il y a eu des groupes de travail, et après donc, ça a été lancé aux États-Unis, ça a été décliné dans plusieurs pays avec des groupes de travail, et ça a été traduit, et on va voir du coup ce que ça donne en français. C'est basé sur mon propre profil, parce que je suis sur Facebook. Donc là actuellement, quand Facebook nous demande notre sexe, on peut choisir entre femme, homme ou personnalisé. Alors quand on choisit homme, on a juste du coup, on a choisi homme, fin de l'histoire. Quand on choisit femme, c'est intéressant de voir qu'ils ont rajouté une petite note. Votre genre est public et peut être vu de tous. Facebook a conscience que les violences sexuelles sont plus souvent commises sur des femmes. Merci Facebook, donc c'est bien, c'est chouette de leur part. Donc là c'est plan-plan. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on choisit personnalisé? On accède à beaucoup plus de trucs. On accède à un champ libre, un champ blanc, sexe, où on se dit qu'on peut taper tout ce qu'on veut, donc licorne par exemple. Et en dessous, quel genre préférez-vous? On va voir ce qui se passe quand on le déplie. En fait, du coup, dans le champ sexe, on pense qu'on peut taper licorne, on ne peut pas. Il y a en fait des options qui sont prédéfinies, il y en a plus d'une cinquantaine, je ne vais pas toutes compter. Et on peut en cumuler autant qu'on veut. Donc, il n'y a pas licorne, mais il y a homme transgenre, femme cis, on a plein de termes. Je crois qu'il y a boy, il y a neutre-roi, il y a variant dans le genre, il y a autre c'est pratique. Voilà. Plein de choses comme ça, donc vous pouvez cumuler, et vous ne pouvez donc pas marquer licorne. Donc, comme je disais, du coup, Facebook propose là dans ses options pas mal de termes qui vont être parapluies, comme personne transgenre, donc ça englobe beaucoup d'identités. Donc personne cisgenre, ça c'est les autres, c'est les gens normaux, donc c'est aussi pas mal de gens. Dans l'idée, moi, ce que j'ai regardé, je pense que tout le monde peut trouver une option qui, a priori, va passer avec son identité. Mais souvent, du coup, ça va être, je vais prendre le terme le plus général, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé mon identité, comment moi je me définis, donc je vais prendre ce terme qui ne dit pas vraiment qui je suis, mais qui en tout cas, ne me gêne pas. Donc ça, c'est bof, et on remarquera que dans ces options, il n'y a quasiment rien pour les cultures autres qu'européennes, enfin occidentales. Je crois qu'il y a juste Two Spirit, qui est du coup de certaines cultures amérindiennes, parce que ça a été fait aux États-Unis. Donc, en gros, tous les autres pays, toutes les autres cultures qui ont plein de genres qui sont dans leur société, enfin, c'est pas des trucs qui ont été rajoutés, c'est des trucs qui constituent la société, et ne peuvent pas mettre leur genre dans un champ où il y a quand même 50 options, c'est un peu dommage.
Donc ça reste un truc de blanc. Et en français, du coup, les traductions, c'est assez dingue, c'est pas très récent, enfin c'est pas très vieux, et pourtant en fait c'est déjà obsolète, il y a déjà des termes qu'on n'utilise plus du tout dans la communauté, et donc c'est un peu bizarre de voir que Facebook tente un truc super chouette, et en fait ça fait déjà has-been, enfin pour les experts en transitude, c'est bon cas. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même carrément perfectible. Il reste du coup, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur comment est-ce qu'on préfère avoir les phrases accordées, donc sur le genre. On a féminin, vous avez été ajouté et eux à ce groupe. Masculin, vous avez été ajouté et à ce groupe. Ou neutre, vous avez été ajouté et parenthèse ouvrante e, parenthèse fermante à ce groupe. Donc on a 3 options, ce qui bon, est relativement consensuel. On peut évidemment faire mieux, mais je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. À voir si ça évolue à terme, c'est intéressant de comparer. Alors je me suis demandé un petit peu ce qui se passait chez d'autres gros. Moi je me suis souvenu qu'à l'époque il y avait Google, peut-être que vous vous souvenez de ce temps lointain de Google+. Google+ avait introduit le sexe autre. Alors moi je m'en souviens à l'époque parce que ça avait fait vraiment marrer tout le monde trouvait ça super drôle, autre c'est quand même n'importe quoi, enfin voilà, les gens se marraient. Moi je ne me marrais pas du tout parce que je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal. Donc tout le monde ne se marrait pas de ce sexe autre, c'était déjà bien. Après ça donne la super idée qu'il y a donc les hommes, les femmes et les autres. C'est toujours agréable. Mais il y avait un truc bien quand même, c'était qu'on pouvait ne pas montrer son sexe sur Google+, à tout le monde. Après, dans la vie, vous faites comme vous voulez, c'est légal. Voilà, donc c'était pas tip-top, mais c'était il y a longtemps, et j'ai pas retrouvé l'année, c'était Google+, quoi, ça date. Mais c'était déjà comme une bonne initiative, parce que c'était dans les premières interfaces vraiment très grand public où je trouvais ça, et j'étais très content. Apple vient de serrer la vis. Au niveau de sa validation des apps iOS. Maintenant, quand vous demandez le genre des personnes, et ben, ils vont vous dire c'est bien, mais ça sert à quoi? Et là, nous, ce qu'on a remarqué donc chez Mobisel, où on fait des applications mobiles, c'est qu'on a plein de clients qui n'y ont jamais réfléchi et qui, du coup, le jour où ils sont confrontés à ça, sont en mode eh ben, on sait pas. On a juste mis ce champ parce que. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de voir que des changements en fait, chez les gros, y compris donc, par exemple Google+, où ça a fait marrer les copains, mais ça a permis aussi après d'avoir des chouettes discussions, ou Apple qui du coup, refuse des applications, bah, ça lance des discussions, ça lance des réflexions, et moi je trouve que c'est toujours bien que ça fasse réfléchir les gens. Donc vis-à-vis du genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? La première question que vous devez vous poser, donc surtout si vous allez soumettre une application à Apple, pourquoi tu demandes le sexe ou le genre? À quoi ça te sert concrètement? Donc j'arrête tout de suite les gens et je vais vous dire c'est pour les stats. Ce n'est pas suffisant parce que si vous faites des stats sur hommes-femmes, donc déjà il y a tous les autres, vous savez les autres que vous n'incluez pas, qui vont devoir du coup se rentrer dans une des catégories et concrètement là, du coup vous sortez quoi de vos données en fait? Vous avez juste en fait les gens qui se sentent plus à l'aise avec l'étiquette homme par rapport à l'étiquette femme. Voilà. On peut découper de plein de façons l'humanité en deux, dans des ratios à peu près 50-50, et on veut toujours découper selon le sexe, le genre, et jamais selon des trucs qui découpent aussi en 50-50, donc c'est assez bizarre. Ça voudrait dire qu'on imagine que du coup toutes les femmes de toute la planète, de partout, ont globalement des comportements qui sont les mêmes. Enfin, si vous connaissez peut-être des femmes, peut-être que vous en connaissez, elles sont toutes pareilles, clairement. Je veux dire, entre votre mamie et par exemple votre petite sœur, carrément pareil, même valeur, mêmes habitudes de consommation, même façon d'utiliser un site internet. Enfin, donc c'est vraiment étrange ce besoin de faire des stats genrés. Donc la technique du coup, s'il y a la réponse, pourquoi est-ce que j'ai mis ça, vous ne savez pas. Si c'est la panique, vous l'enlevez, vous rendez ça facultatif si vraiment voilà, ça vous travaille. Ça simplifie. Et puis il y a une autre question à se poser, c'est en fait, quand je demande le genre, enfin homme-femme, au fond c'est quoi que je veux savoir? Parce que c'est rarement ça en fait qu'on veut savoir. Le plus souvent, vous allez avoir besoin de connaître le genre administratif, enfin le sexe administratif en fait c'est souvent ça, ou alors vous avez besoin du genre social, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça peut arriver aussi que vous ayez en fait besoin de savoir si les personnes sont des femelles, des mâles, ou en tout cas plutôt femelles ou plutôt mâles. Dans ce cas-là, posez vraiment les questions. Si vous voulez savoir si les personnes ont des utérus, allez-y quoi. Enfin,
Alors c'est vrai que si vous faites un site d'e-commerce qui vend des chaussures, c'est étrange. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous voulez savoir que les gens ont un utérus ou non? Ça c'est extrêmement étrange. Mais si vous faites par exemple un site de vente de stérilets, là ça a grave du sens de se demander si les gens ont un utérus. Donc les gens vont pas être en mode mais pourquoi est-ce qu'on demande si j'ai un utérus alors que vous vendez des stérilets? Là ce sera bien reçu, les gens vont pas se dire waouh c'est étrange, je voulais juste acheter un t-shirt et on me demande si j'ai des ovaires, ça me surprend. Donc allez-y, dans une étude médicale, dans un truc médical, dans quelque chose qui a un rapport avec le corps, posez les questions. Partez pas du principe qu'une femme a un utérus, partez pas du principe que si vous vendez des trucs pour les pénis, voilà, c'est bon pour tous les hommes. Posez la question, vous avez un pénis? Ok, on continue. Si vous n'en avez pas, voilà. Et si c'est juste pour, oui, mais on voulait accorder les adjectifs et les participes passés, bah du coup, posez la question. Jolie personne sur mon site internet, quand je parle de toi, tu veux que je mette au féminin ou tu veux que je mette au masculin? Hop, problème réglé. Voilà, et c'est plus simple. Et sinon, vous prenez tous vos labels, tous vos textes, et vous les reformulez tous pour qu'il n'y ait pas besoin de connaître le genre des personnes. Et ça, c'est la formule la plus simple, parce que du coup, vous pouvez soumettre votre application Apple sans aucun souci. Donc, je vous donne cette astuce, c'est beaucoup plus simple. D'autres bonnes pratiques. Voilà, quand vous avez vraiment besoin de connaître le genre de la personne, bah c'est bien de lui expliquer pourquoi. Ça évite le côté ok, et pourquoi parce que l'idée derrière, quand même, quand vous demandez à quelqu'un si c'est un homme ou une femme, il y a beaucoup de gens pour qui, bon, c'est une question banale, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça a été un peu la galère dans leur vie vis-à-vis de ça. Et puis il y a aussi plein de gens qui sont super sensibles sur les questions intimes. Et bah, le genre, c'est quand même un truc intime. Du coup, l'idée, ouais, c'est que certains vont se dire c'est intime, on n'a pas gardé les vaches ensemble, donc tu m'expliques un peu pourquoi tu veux savoir si je suis un homme. Ça marche mieux. Et puis dire aussi, en gros, où est-ce que ça va être utilisé, par qui, comment, est-ce que vous le vendez au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous faites pour que la NSA n'y ait pas accès, des choses comme ça. Ça peut vachement changer le ressenti des gens vis-à-vis d'une question, tout bêtement. Vous pouvez aussi ajouter des champs. Si vous avez besoin, par exemple, du sexe administratif, rien n'empêche de dire « Ah oui, mais du coup, vous pouvez aussi donner votre genre psychologique parce que ça va permettre derrière de faire d'autres choses, selon votre service. » Et puis, bah, demander un prénom d'usage, c'est toujours cool. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Vous êtes une association, vous faites un site internet. Il y a des besoins, par exemple, de reçus fiscaux avec un prénom administratif. Il y a rien qu'empêche d'avoir un prénom d'usage qui va servir pour la newsletter, qui va servir pour mettre le « Bravo, Jean Dupont, tu es connecté » ou pour envoyer du mailing, plein de choses comme ça, y compris les courriers papier ou de la livraison, des colis en livraison. Donc les prénoms d'usage, c'est vachement pratique. Et puis bah, quand vous pouvez mettre des champs libres, ça nous fait toujours plaisir quand on peut mettre licorne dans les champs, on est content. Ce n'est pas mon cas, mais voilà. Donc maintenant qu'on a vu un peu cette façon de réfléchir vis-à-vis du sexe, du genre, de l'identité, après donc, il y a la question de comment est-ce qu'on se met en relation, comment est-ce qu'on fait nos familles. Ça en fait c'est assez simple, on va le traiter de façon beaucoup plus simple. Je vous donne d'abord des situations qui peuvent poser problème dans des services numériques. C'est comment on gère sur certains services le fait qu'on ait une famille recomposée, où du coup il y a potentiellement des enfants qui sont partagés entre deux couples, des choses comme ça, entre deux foyers, un enfant qui a deux maisons, deux adresses. Donc ça c'est pas propre aux personnes LGBTI, hein, ça existe aussi chez les hétérosexuels. Il y a des enfants qui sont pas élevés par leurs parents, c'est pareil, ça existe aussi chez les hétérosexuels, j'en ai vu. Donc être élevé par ses grands-parents, être élevé par un tuteur, être élevé pupille de la nation. Il y a plein de formulaires qui sont pas du tout prévus pour ça. Je ne sais pas comment les gens galèrent pour remplir ces formulaires. Il y a être un enfant avec plus de 2 parents. Ça existe. Ça existe de plus en plus en France, alors par des délégations d'autorité parentale, donc c'est pas forcément une filiation, mais il va y avoir quand même plusieurs adultes qui sont responsables d'un enfant. On peut aussi, dans plein de pays, se marier avec plus de 2 personnes. Donc, si vous avez juste prévu le mari et l'épouse, c'est un peu foutu. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas mariées, mais qui ont plusieurs partenariats. C'est mon cas. Et les partenaires peuvent ne pas forcément être liés entre eux. Donc, vous pouvez avoir un partenaire, qu'il y ait un autre partenaire, qu'il y a 2 autres partenaires, qui sont liés chacun avec 3 partenaires. Et là, vous avez waouh, une cartographie incroyable. Si vous devez modéliser ça, c'est du fun. Donc, je vous ai déjà parlé des lesbiennes et des gays, hein, c'est des gens qui existent. Il y a aussi le fait d'être en couple avec une personne transgenre, ça peut potentiellement être beaucoup de fun dans les formulaires. Quand vous avez un enfant et que du coup il a un papa et une maman et que bingo, maintenant maman est aussi un papa. Et là il n'y a rien de prévu et c'est juste globalement l'horreur à gérer.
Du coup, qu'est-ce qui se passe pour nos personnes LGBTI quand elles se retrouvent face à ces formulaires pas bien foutus? Eh bien, tout simplement, du coup, elles peuvent des fois pas s'inscrire. Moi, j'ai plein de copines en couple qui peuvent juste pas inscrire leurs gamins sur des sites. Donc voilà. Là où ça pose problème, c'est quand derrière, il y a des questions d'accès à des droits. Parce qu'à la limite, ne pas aller sur Facebook, c'est une chose, hein, on peut survivre. Mais quand on n'accède pas à des prestations de santé, des prestations sociales, c'est tout de suite beaucoup plus gênant. Et derrière, en plus, ce sont les gamins qui trinquent. Ça fait aussi que vous vous dites, bah c'est bien, finalement tout ce service n'a pas été prévu pour moi, je me sens bien, je suis content que la société ne m'aime pas. Ça vous donne aussi une super image de service rétrograde, hein, le conservateur, voilà, vous êtes des vilains conservateurs. Et puis, donc, comme pour les personnes transgenres, on l'a vu, ça va être aussi besoin de se justifier. Enfin, quand vous êtes deux mamans, que vous avez un gamin, vous passez aussi votre vie dans des guichets à expliquer pourquoi vous avez dû mettre Jacqueline dans le champ papa. Parce qu'il n'y avait qu'un champ papa, un champ maman, et qu'à un moment, il a pu tirer au dé et dire bon, Jacqueline, cette fois-ci, c'est toi le papa. Du coup, ça fait des gamins qui ont aussi leur vie qui est raconter à d'autres, ça met potentiellement en danger, parce que ça existe, hein, les agressions, c'est pas des choses de l'esprit. Se faire tabasser, quelque chose qui existe. Se faire refuser un droit, un accès à un service, se faire insulter, ce sont des choses qui... être insulté, on ne se fait pas insulter, on est insulté, eh bien ça existe dans la vraie vie, déjà vécu, c'est pas fun. Du coup, quand les services numériques peuvent éviter ça, c'est plutôt bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Les pratiques, c'est à peu près comme pour les questions d'identité. On va faire pareil. On va se demander pourquoi est-ce que je demande ces questions, pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir l'adulte là vis-à-vis de cet enfant, si c'est un papa, une maman, si c'est biologiquement le vrai papa, ou est-ce que ce n'est pas vraiment son papa. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir forcément deux parents, pourquoi est-ce qu'on peut pas en mettre 4, pourquoi est-ce qu'on peut pas en mettre 18. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir qu'un seul mari et pas un petit ami en plus, des choses comme ça. Donc le but du jeu, c'est de laisser cette information la plus souple, la plus libre possible. Comme ça, les gens vont modéliser tout seuls leurs relations. Parce que si vous essayez de faire un modèle universel de relations des gens, ça ne va pas fonctionner. Du coup, le mieux, c'est de mettre de la souplesse et après, les gens vont se débrouiller. Il n'y a en général pas un besoin d'enjeux de sécurité nationale, de savoir dans nos services, la plupart des services qu'on peut créer, si un tel est vraiment le papa de Martin. Il y a rarement une bombe qui explose après ça, donc on peut se détendre et laisser les gens gérer leurs choses, et il y a rarement des abus. Du coup, adaptez vos formulaires en fonction de ce que vous voulez vraiment demander, de vos besoins, et puis pas hésiter à expliquer aux gens. Parce qu'en fait, les gens, si vous leur donnez l'information, après, ils peuvent décider eux-mêmes ce qu'ils mettent dans les champs. Et là, ils ont le pouvoir, et ils aiment bien, et là, ils font « je me sens respecté, inclus, je vais acheter cet objet cher sur votre site internet ». Je parle de trucs compliqués, hein, ça fait un peu peur, on se dit comment on va prendre en compte tous ces gens avec des vies bizarres. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une réponse simple à ça. Ça va être une question d'attitude, une question de posture, puisqu'on l'a vu, du coup, il y a beaucoup de diversité, ça bouge, on ne peut pas prendre en compte tout. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un état d'esprit, une façon d'être qui va permettre de faire des meilleurs choix, de réagir aussi quand on nous dit que ce qu'on a fait, c'est pas terrible. Ça va être du coup des questions en fait, de finalement se positionner. Est-ce qu'on est dans une inclusion ou est-ce qu'on est en fait déjà dans un rejet? Alors j'ai mis passif, des fois c'est carrément actif, hein, c'est on ne veut pas des couples de mamans sur notre site internet, ça c'est une solution, vous pouvez faire ce choix, il est minable mais vous pouvez le faire. Enfin non, légalement vous ne pouvez plus le faire. Non, vous ne pouvez plus le faire, pas en France. Mais dans tous les cas, c'est pas bien. Par contre, vous pouvez dire, ok, les mamans, on vous empêche pas de vous inscrire, mais on vous met des textes qui disent que quand même on vous aime pas. Ça, c'est du rejet actif, ce n'est pas bien, mais il y a aussi des façons de rejeter les gens en fait passivement, c'est juste faire en sorte que votre formulaire mal fichu, les gens ne puissent pas l'utiliser. C'est une très bonne technique pour rejeter passivement les gens. La posture d'inclusion, du coup, ça va être globalement comment je me positionne vis-à-vis des minorités. Est-ce que je considère que c'est trop compliqué? Je vais déjà gérer la majorité des gens et tant pis pour les minorités. Quand on se met dans cette posture-là, en fait, c'est juste parce qu'on a le super privilège de ne jamais avoir posé la question de c'est quoi être une minorité et être exclu de plein de services. Alors moi, c'est mon cas pour plein de trucs. Je parle super bien français. Je suis
d'apparence blanche, donc il y a plein de trucs pour moi dans la vie, c'est hyper facile, et je me suis pas beaucoup posé la question de comment c'était pour les autres. Par contre, le fait du coup d'être une personne transgenre, je vois carrément ce que ça fait que de se poser la question de chaque formulaire où il y a la question sexe, la question genre. Vous, peut-être que vous avez jamais posé la question, parce qu'en fait, c'est pas un problème. Et bien, c'est un privilège, c'est une tranquillité d'esprit que vous avez, que moi, je n'ai pas. Moi, c'est du stress tout le temps. Et vous, jamais. Mais vous avez sans doute d'autres questions sur lesquelles moi, je suis total à la cool, et pour vous, c'est des choses assez crispantes. Donc, se dire, les minorités, bon, hein, c'est minoritaire. Finalement, donc on ne va pas les prendre en compte, c'est juste utiliser son privilège de tranquillité d'esprit pour se dire ma vie est confortable, je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts. Donc ça implique aussi évidemment de se renseigner sur ce qu'est une minorité, de ce que sont toutes les minorités, de se rendre compte que les minorités, c'est pas des trucs étanches, hein, comme on l'a dit, on peut être noir et juif, c'est possible. On peut également être en situation de handicap en étant noir, juif et gaucher et gay. Ça existe. Donc, les minorités, voilà, ça concerne finalement, quand on met bout à bout le tout, ça concerne juste tout le monde, quasiment tout le monde. Donc, le mieux, oui, c'est de lire les journaux, de lire la télévision, de lire Internet, de parler à plein de gens, de rencontrer plein de gens, d'aller dans des assos, de venir, je sais pas, par exemple, à des conférences sur l'utilisabilité, des choses comme ça, et on ouvre son esprit, on découvre plein de trucs, et après, on est globalement des meilleures personnes. Ça, c'est une chouette posture. Très concrètement après dans notre design, donc on l'a un petit peu évoqué, ça peut être aussi du coup dans ces personas, on a tendance à mettre souvent juste les utilisateurs types, donc majoritaires, et de temps en temps introduire une petite minorité puis voir si ça marche, c'est toujours intéressant. Et je précise à ce titre-là que du coup, non, j'ai mis être une meuf, ce n'est pas un trait de caractère, parce que c'est souvent fait dans plein de choses. Par exemple, dans les personnages de jeux vidéo, vous avez le mec super fort, vous avez le mec super intelligent, vous avez le mec... avec des super pouvoirs plus compliqués, vous avez la meuf, dont le pouvoir est de... c'est la meuf. Enfin, c'est son trait de caractère, c'est qui elle est, c'est la meuf. Et on la distingue des autres parce que c'est une meuf. Voilà. Donc dans les personnages, c'est pareil, c'est à ne pas reproduire. Les femmes, par exemple, dans la société, ont également des caractères, des personnalités, des traits caractéristiques, tout ça. C'est assez varié, en fait, quand on regarde chez les meufs. Ça va être aussi, du point de vue des génie narration, iconographie, évidemment, si vous avez des textes de l'éditorial, si vous mettez des jolies photos, une identité graphique, des choses comme ça, on véhicule une image. On véhicule une image qui va soit renforcer des stéréotypes, pourquoi pas, soit au contraire faire hey, regardez comment on a trop déconstruit plein d'idées stéréotypées et on inclut tout le monde et on montre qu'on est super inclus. Donc si vous faites... alors il y a le coup de la fameuse image de la stock photo avec, vous savez... une personne noire, une personne asiatique bridée. Asiatique, c'est les Chinois. Parce que finalement, les Indiens, ça compte... quand on veut faire une vraie belle photo pour dire, regardez, on n'est pas raciste, on met un Chinois, on met pas un Indien. Un Indien, ça ressemble trop à un blanc. On met un Chinois. Donc on met un Chinois du Vietnam, Chinois du Japon, tout ça. Donc vous mettez un Africain. L'Africain qui parle africain, d'ailleurs. Vous mettez une personne en fauteuil blanche, du coup, parce qu'on ne cumule pas. Et éventuellement une femme en tailleur, donc tout le monde en costume, cravate, et là vous dites, ouais, regardez, on a une photo de diversité sur notre site internet, on est carrément des gens vachement opaques. Vous donnez une image qui est globalement fade, mais mine de rien, trouver des illustrations ou quand c'est pas le sujet, parce que je sais pas, vous vendez des vécus, pourquoi pas, et vous avez mis une illustration où il y a une personne noire, où il y a une personne qui a par exemple un brin moins, où vous avez deux meufs qui achètent une laitue sur l'illustration, et ben vous envoyez un message hyper fort à tout le monde de dire hey, regardez, nous on est plutôt des gens qui essaient d'inclure tout le monde, et là vos utilisateurs, s'il y a un truc qui ne va pas sur le site, c'est beaucoup plus facile psychologiquement pour eux de se dire ok, je prends le formulaire de contact, j'en dis hey, vous pourriez améliorer ça, ce serait vraiment bien, plutôt que de tomber sur un site très blanc, tout le monde est hétéro et tout le monde est valide, et tout ça, on se dit oh là, je vais avoir du mal à défendre ma cause. Au niveau de l'iconographie, je voulais juste appuyer quelques trucs, donc chouette photo, on en a parlé. Il y a le pictogramme homme-femme. Aviez-vous déjà remarqué que le pictogramme homme était juste un bonhomme, et que le pictogramme femme, on lui rajoutait une robe? Quand on rajoute quelque chose, c'est donc une femme, parce que finalement la norme, c'est l'homme. Vous pouvez aussi voir que le pictogramme femme, c'est en fait un homme avec une cape. Vous regarderez. Et moi, je préfère cette explication. Elle n'est pas de moi, mais elle est bien. Quand on inscrit sur des sites et qu'on a choisi son genre, souvent on a un avatar par défaut, où à nouveau on va voir l'homme qui est un bonhomme et la femme qui est le même bonhomme avec des cheveux longs.
Et du coup, les gens se rendent compte que c'est un choix qui est quand même vraiment nul. Donc se dit, bon, on va mettre le même avatar pour tout le monde. Du coup, on choisit quelqu'un avec des cheveux courts, parce que autant une femme peut tolérer d'avoir un avatar typé masculin, mais vous imaginez si un homme se retrouvait par défaut avec un avatar qui a les cheveux longs et une silhouette féminine, cet homme pourrait devenir homosexuel. Il pourrait perdre sa virilité. Non mais en fait c'est toujours ce choix. Le masculin va toujours être la norme. Et on fait éventuellement une petite faveur pour inclure les femmes en mettant des cheveux longs et une silhouette féminine. Mais sinon, quand c'est pas typé, c'est que c'est un homme. Le choix du bleu et du rose, un peu pareil, voilà. Moi j'ai résumé ça par, dans vos choix de design, essayez de ne pas être triste comme la mort avec vos choix, faites des trucs un peu plus originaux et plus cool, tout le monde y gagne. Voilà, alors on a déjà parlé d'écriture inclusive, du coup c'est merveilleux, j'ai une super transition. Il y a plein de reformulations qui évitent tous ces soucis pour médians qui sont compliqués, vous pouvez dire les personnes, problème résolu, voilà. Les personnes ont c'est pratique, on clique sur cet endroit, voilà, on remplit le formulaire plutôt que l'utilisatrice remplit le formulaire, des choses comme ça. Un petit focus sur les professions que vous avez le droit de féminiser, et il manque un F. C'est légal et ça existe depuis beaucoup de siècles. On disait une dompteresse avant, on ne le dit plus, mais ça existe. Auteur, autrice, il y a plein de mots comme ça qui étaient utilisés déjà avant. Donc le premier qui vous fait oui, mais c'est un mot nouveau, et moi j'aime pas les mots nouveaux parce que je suis l'Académie française, vous pouvez dire haha, que nenni, regarde cet ouvrage du XVe siècle où il y a déjà le mot. Et donc quand vous dites par exemple pour une annonce titre, je cherche un chef avec plein de responsabilités, entre parenthèses H/F, donc ça fait sous-entendu on prend aussi les meufs, et ben encore heureux, hein, c'est cool. Ça fait... Ouais, c'est bien, enfin, ils le précisent, les gens, parce qu'ils ont super peur qu'on leur dise qu'ils font de la discrimination. Ça donne juste l'image d'un gros blaireau qui se dit, on précise. Au fait, quand on dit des chefs, ça peut quand même aussi être des femmes. On y a réfléchi par la loi. Vous pouvez, du coup, utiliser le mot chef, avec deux FE, qui existe, qui est un mot de la langue française. Et là, vous faites, waouh, regardez comment on connaît les mots, on est une entreprise vachement ouverte. Et vous recrutez, du coup, des meufs qui auront plein de responsabilités. Les pronoms, un petit focus aussi, j'ai parlé de they en anglais, en fait c'est un pronom qui peut être utilisé au singulier. Le premier qui vous fait ce n'est pas correct, they c'est un pronom au pluriel, que nenni au XVe siècle il l'utilisait déjà comme ça, donc vous pouvez dire they are pour juste une personne. Et ça c'est cool, ça simplifie tous les problèmes. En français on a aussi le droit d'en inventer, on utilise beaucoup I2LES et puis IL, parce que c'est joli. Et que ça passe bien dans les phrases, et comme ça évite de faire il ou elle, c'est toujours trop long à écrire. Et on en a aussi un petit peu parlé sur la question de qu'est-ce qu'on veut comme information, du coup pareil, soyez précis sur de quoi vous parlez, au lieu de parler des femmes. Si vous parlez des gens avec un utérus, dites des personnes avec un utérus, problème résolu, à nouveau. Il y a plein de trucs comme ça, c'est beaucoup plus simple. Faire des phrases précises sur ce dont on parle, demander précisément l'information qu'on veut, c'est toujours des bonnes façons de faire. Et donc j'ai fait un focus aussi sur le point médian. Qui est-il? Quels sont ces réseaux? On en a un peu parlé, du coup le point médian ce serait par exemple donc, mélanger utilisateur au pluriel et utilisatrice. Alors on peut le faire en version classique, ça c'est niveau 1. Utilisateur, parenthèse ouvrante, RIS, parenthèse fermante, S. Ça donne l'idée que du coup la norme à nouveau est le masculin et allez, il peut y avoir des utilisatrices, on les met entre parenthèses. On peut faire du coup le point médian, qui est le truc le plus classe, c'est très pédant, c'est très à la mode. Donc utilisateur, point médian, RIS, point médian, S. On peut aussi rajouter des tirets quand on ne sait pas faire les raccourcis au clavier. Et pour le coup, on m'a dit qu'il y avait quelques lecteurs d'écran qui avaient plus de facilité avec les tirets. Par contre, moi j'ai plein d'amis dyslexiques qui me disent que c'est beaucoup plus compliqué avec les tirets et qui préfèrent le point médian. Donc bataille. Moi j'utilise juste le point médian parce qu'il a un côté très, très pédant et très cool et ça fait que je suis branchée. Et je gagne des points, du coup, socialement. Donc, moi, c'est mon choix. Je vous laisse faire le vôtre comme vous voulez. Et sur le mobile, j'arrive pas à le faire correctement parce qu'il est moche. Il est plus épais, du coup, je mets des tirets. Et quand vous voulez, vous la jouez genre super, j'ai vachement réfléchi, vous utilisez utilisatrice, qui est un seul mot. En fait, ça a un intérêt, c'est que ça s'écrit plus vite, que ça fait des phrases plus compactes. Et donc, testez à prouver sur mes amis LGBTI qui sont aussi handicapés, car ça existe. Donc des amis dysphasiques, dyslexiques ou avec du coup des problèmes cognitifs, et ben, ils me disent tous qu'en fait utilisatrice, voilà, c'est rentré dans leur langage et
bah ouais, ils le lisent quoi, point barre. Et donc, à nouveau, ouais, le petit argument antiphobe pour dire non, mais tous ces pauvres gens ne vont pas y arriver, on complexifie le langage. Mes amis s'en sortent, donc je pense que d'autres amis peuvent s'en sortir autour de vous. Et puis l'argument aussi de l'Académie française a dit que c'était pas bien. C'est qui fait le langage? C'est qui fait la langue? C'est nous. Donc bah voilà, faites. On a oublié de répondre à une question. Pourquoi j'ai fait cette présentation? À quoi ça sert? Pourquoi on les inclut, ces minorités? Ces minorités, on peut les inclure pour éviter des procès. C'est un bon argument. Je donne un exemple. Vous avez relié le champ civilité, titre de civilité, au genre, au sexe administratif. Donc par exemple, dans mon cas, mon sexe administratif étant encore femme, vous m'avez collé le titre de civilité madame pour me faciliter le travail, sauf que perdu, j'utilise monsieur et légalement c'est mon droit le plus strict parce que le titre de civilité ne fait pas partie de l'état civil. Donc j'utilise celui que je veux, vous devez le respecter et quand vous ne le respectez pas, article 9 du code pénal, respect de la vie privée, et pouf, au pénal c'est pas drôle pour les entreprises. J'ai des amis qui se sont spécialisés dans le dépôt de plainte sur cette question-là. En général, tout à coup, les gens trouvent la case dans le logiciel et en fait c'est bon, on a résolu le problème, on a pu changer. C'est marrant quand un dépôt de plainte peut... Voilà. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appelé service juridique, enfin, dans une entreprise, vous allez devoir faire intervenir le service juridique, éventuellement des avocats extérieurs. Ça coûte de l'argent. Et quand vous arrivez jusqu'à un procès en Cour européenne des droits de l'homme, j'ai des amis qui le font aussi, ça dure 10 ans, mais à la fin, ils gagnent. Ça fait aussi comme une communication pas top au niveau de l'image de la boîte. Donc, si vous faites des mauvais choix, mes amis porteront plainte. Non, en général, pas tout le temps. Donc pas perdre de public, ça paraît évident, mais bon, forcément, si vos formulaires, vos interfaces sont pourries, ou que vous avez que des photos de couples hétéros qui gambadent joyeusement dans la prairie et que c'est un site sur la famille, moi, mes potes vont juste baler dessus. Hein. Vas-y, on chez les concurrents, tout simplement. Et puis c'est l'inverse. Quand vous incluez les gens, vous pouvez gagner des minorités. Un truc tout bête, dans mes amis, quasiment tout le monde va sur OkCupid et pas sur les autres sites de rencontres. Pourquoi? Parce que sur OkCupid, on peut définir plein de genres et être attiré par plein de genres différents, et on peut être polyamoureux, on peut faire plein de choses. Du coup, on peut juste en fait mettre nos vies dedans, alors que pas à d'autres endroits. Moi, j'ai des amis aussi qui ont arrêté d'aller sur Facebook parce que Facebook a une politique hyper stricte de ce qu'est ton prénom. Et donc les gens qui utilisaient des pseudonymes ont quitté juste à cause de ça. C'était pas possible pour eux d'utiliser leur prénom civil. C'est pas grave, du coup ils vont sur Twitter et puis voilà, tant pis pour Facebook, il ne peut plus mettre ses publicités. Donc pas perdre d'argent, on en a déjà parlé, hein, c'est pour les procès, c'est pour le fait que vous avez une image pourrie, le fait que tous les LGBTI de la planète ont un registre officiel des endroits où il ne faut pas aller, des sites sur lesquels il ne faut pas aller, et qui se transmettent le mot, et donc ils peuvent faire même faire une banqueroute sur une société. C'est faux, mais mine de rien, c'est jamais bien de passer pour un site rétrograde. Et puis, en plus, ça c'est aussi le petit côté, si vous vous montrez hyper activement, vous incluez tout le monde, vous avez globalement la classe. Et là, tous les utilisateurs en général, ils sont sensibles, ils font « regardez comment ils sont vachement bien, c'est des gens super évolués et modernes ». Donc ça, c'est tout bénef. En conclusion, du coup, inclure les minorités, en fait, ça profite à tout le monde. Ça profite aux minorités, ça profite aux autres, ça profite à l'activité économique. Parce que des utilisateurs contents achètent des objets chers sur vos sites internet. N'oubliez pas. Donc en conclusion, moi je dirais que finalement, quand on décide de ne pas s'adapter aux contraintes des gens, qu'on dit tant pis, je ne les prends pas en compte, en fait ce qu'on fait comme choix, c'est qu'on dit les contraintes, on les met sur les gens. C'est aux gens de se débrouiller tout seuls. Voilà, moi je considère que leur vie elle n'est pas assez bien pour mon site internet, pour mon application mobile, pour mon service numérique, donc ils vont s'adapter. Finalement, mettre des contraintes sur les gens, c'est qui fait ça? C'est exactement ce que fait la Manif pour tous. Alors oui, il y a le mariage, mais nous, notre mariage à nous, il n'est pas comme il est plus fermé. Donc du coup, si vous voulez profiter de notre mariage qui est fermé, vous pouvez, il n'y a pas de problème, ça vous oblige, ça vous contraint juste à vous marier avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà. Donc, moi personnellement, je considère que la Manif pour tous, ce n'est pas du bon côté de l'histoire, c'est mon opinion, je le donne, c'est complètement biaisé, mais au fond, juste c'est sûr, parce que sinon il n'y aurait pas eu en fait des gens qui m'auraient invité pour parler de ça ce soir, ou alors on fait vraiment bien notre travail de lobbying, et je ne sais pas, mais à mon avis c'est quand même plus intéressant d'être du côté d'inclure des gens que du côté d'exclure des gens. Dans l'histoire de l'humanité, voilà, en général ça se positionne comme ça. J'ai fini.
Du coup, vas-y, pose tes questions. Et également, je veux bien écouter tes expériences vis-à-vis de tout ça, parce que tu as peut-être eu un ami à moi qui a porté plainte un jour, ça m'intéresse. Et globalement, j'ai très envie de t'écouter. Bonsoir Antonin, merci. J'avais une question entre ce que vous avez dit au début et à la fin. Sur certains sites où ça vous emmerde d'expliquer votre vie parce qu'il n'y a pas les cases qu'il faut. Et à la fin, finalement, on trouve des sites où on adore raconter sa vie parce qu'il y a les cases qu'il faut. Alors finalement, qu'est-ce qu'on veut avoir? Alors quand je veux pécho, je veux raconter ma vie. Et quand je veux juste commander des laitues, je veux pas raconter ma vie. Enfin, c'est clair. C'est assez simple. En fait, raconter sa vie, c'est toujours la question, en fait, c'est un choix. Au Cupid, il n'y a personne qui est là en mode inscris-toi et raconte ta vie. Si je veux, je mets rien. Par contre, si pour commander des laitues, je suis obligée d'aller raconter ma vie et qu'en plus après je dois le faire un guichet de gens qui donnent des laitues ou je dois appeler du service client des laitues, ouais, c'est super, c'est pas drôle quoi. C'est pas drôle du tout. Sur Cupid, tu veux dire à la limite, les gens ils voient direct que ok, cette personne est LGBTI. S'ils veulent me rencontrer en vrai vers un guichet ou non, et ils sont au courant déjà. Et là j'ai fait le choix, c'est moi qui ai mis l'information, et je suis détenteur du pouvoir. Je possède l'information. L'information, c'est du pouvoir. Ça marche avec la sucrine et la frisée? Alors moi, personnellement, je suis plutôt Batavia, mais on peut s'arranger. Je trouve ça vraiment intéressant, les problématiques. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat et tout, mais par rapport à les questions sur les informations qu'on donne, en fait, je trouve que ça soulève vraiment aussi tout ce qui est par rapport aux données personnelles, que des fois, en fait, il y a énormément de données qu'on donne, même des adresses, des choses comme ça, et en fait, dans des formulaires, il y a plein de fois où je ne me suis pas inscrite sur des applications parce qu'ils me demandaient, ils voulaient récupérer des données, je me dis, mais pourquoi ils ont besoin de ça? Par rapport aux services qu'ils proposent, ça n'a aucun intérêt. Du coup, je trouve ça vraiment super intéressant que du coup, tu soulèves ça vraiment sur des problèmes vraiment concrets, où en fait, ça a un impact direct sur la vie des gens. Ouais, généralement, en fait, donner des informations personnelles, quand on vous dit à quoi elles servent, vous avez à nouveau le pouvoir de décider, ok, je comprends pourquoi, je décide ou non de les donner. Et il y a aussi, au-delà des informations but en blanc, voilà, est-ce que t'es PD? Il y a rarement ce champ-là. On peut évidemment déduire par d'autres informations si tous vos autres amis ont dit qu'ils étaient PD et que vous êtes sur le même site de rencontre. Peut-être que, voilà. Il y a pas mal d'informations qu'on peut recouper aussi en faisant de l'analyse de données, donc il ne faut pas croire non plus que ça se limite juste au formulaire. On peut savoir évidemment plein de choses sur vous. Moi j'appelle ça, attention au jeu de mots, les informations hors sol, parce qu'elles sont cultivées hors des champs de formulaire. Je suis assez fière de ce jeu de mots. Encore du temps, je pense, pour une petite dernière question, s'il y en a une. Bon, et du coup, je t'autorise à faire gagner ce bouquin. Mais il n'y a eu qu'une seule question et l'autre c'est une remarque que j'étais d'accord avec et tout, donc que faire je pense que je vais comme... Ah non, quelqu'un se lance dans le jeu. À trait du gain. Dès qu'il y a le livre à gagner... Si on fait un site sur les minorités, est-ce que du coup on n'exclut pas plein de gens, mais en même temps c'est fait pour? Donc dans ces cas-là, comment ça se passe? Alors dans la mesure où tout le reste de la société est prévu pour les majorités, c'est pas hyper grave de les exclure sur un seul site. Ça c'est un positionnement politique. Oui c'est politique, car il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, tout est politique. Oui on peut considérer qu'à un moment, si on fait un événement juste pour les noirs, que les blancs du coup n'ont pas le droit d'y aller ouin, ça va, c'est un événement, il te reste tout le reste de la vie où tu peux accéder à des promotions professionnelles, un meilleur salaire, un logement. Donc finalement, ça c'est un choix. Après, il y a aussi des façons de faire. On peut décider plutôt d'avoir un positionnement d'ouverture où on va montrer activement qu'on est ouvert aux minorités, que ça va leur être adapté, sans pour autant être fermé au reste des gens. Ça peut permettre tout simplement, dans le cadre des personnes LGBTI, des fois d'avoir un partenaire qui n'est pas LGBTI.
ou un ami très proche, et donc de participer à des services communs. Là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il y a des besoins des fois d'être en communauté parce que tout simplement, quand vous êtes entre personnes lesbiennes, par exemple, vous n'avez pas du coup le mec qui se ramène pour faire hey, je trouve ça sexy. Et du coup, ça peut être des environnements importants pour les personnes d'être en sécurité, de se dire ok, là, on est contre personnes lesbiennes et oh, vous voyez pas les fonds d'écran de Wallpaper, c'est dommage. Ils sont jolis. Donc, ça peut être voilà, vraiment important pour les gens des fois d'avoir des espaces communautaires qui sont fermés. Là, ça dépend, c'est vraiment un choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, moi, j'irai pas pleurer pour qu'en tant que blanc, je ne peux pas accéder à un endroit parce que cette fois-ci, c'est pas pour les blancs. Ok, merci. Ça, c'est une vraie question, est-ce que c'est légal? Alors, légal, savoir est-ce que vous êtes blanc ou non, là, pour le coup, c'est pas légal. L'orientation sexuelle, elle n'est pas... Alors, hors études où c'est déclaré, on ne peut pas faire des statistiques ethniques et sur l'orientation sexuelle. Alors, l'identité de genre, du coup, on se débrouille, il y a des techniques différentes, mais, parce qu'on a le droit, sur le sexe, on peut le récupérer, après, vous ne pourrez pas savoir si la personne est transgenre, des choses comme ça. Mais comme il y a moyen de les récupérer par d'autres façons, des questions détournées, par exemple, quand vous pécho plutôt des mecs ou vous pécho plutôt des meufs, ça c'est une technique pour savoir si la personne est homosexuelle ou bisexuelle ou hétéro. Donc là il y a aussi comme des fois des questions de loi. Effectivement, on ne peut pas non plus récupérer tout à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Mais bon, tant qu'il n'y a pas en fait de discrimination, de refus d'accès à un service, c'est-à-dire que vous auriez un service où vous êtes le seul à le proposer, il n'y a pas du tout d'équivalent. Là ça le fait, enfin, je prends l'exemple du coup, je sais pas, un festival de cinéma qui serait pour une soirée fermée au noir, il n'y a pas un préjudice moral horrible. Du coup là dans une cour de justice ça ne tombera pas, la discrimination ne passera pas. Par contre si vous dites dans mon école d'ingénieur seuls les hommes peuvent s'inscrire, là c'est foutu, vous ne pouvez pas. Donc, ouais, un exemple du coup à Paris, donc je reprends, je me fais la voix haute, enfin avec un micro. Donc une réunion de femmes aliens du coup, qui a été fermée aux personnes qui n'étaient pas des femmes aliens. Moi je vais vous dire un truc hyper choquant, au CGLPT à Rennes, donc le centre DPD de Rennes, on fait des groupes de parole de ce type-là à peu près plusieurs fois par semaine. Je défie quiconque de venir porter plainte. Voilà, quand on fait un groupe de parole pour les personnes bisexuelles, et qu'on va parler de bisexualité, allez défendre le fait que vous auriez bien voulu partager vos expériences de personnes bisexuelles n'étant pas bisexuelles. Ça ne tiendra pas non plus, donc je pense que là on peut aussi... Il y a la loi, mais il faut quand même qu'il y ait un vrai préjudice, quoi. Par contre, si vous êtes bi, vous pouvez venir. Bon, merci Antonin. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je suis désolé, même si c'est mon patron qui allait poser une question, je vais peut-être être viré demain. Pas demain, c'est samedi, lundi, c'est ça. Du coup, comme disait Guillaume tout à l'heure, il y aura du temps après, si vous voulez, pour poser des questions. Déjà, on a un petit peu traîné, mais il y avait vraiment beaucoup de questions, donc tant mieux, c'est que ça a intéressé. Je te laisse juste choisir donc cette fois-ci avec les questions ou les interventions que tu as eues, la personne qui peut gagner. Je vais donner le livre là. Je pense que j'y réfléchis en tâche de fond. Je pense que la question fondamentale de qui détient le pouvoir de l'information, parce que ça c'est à mon avis un truc angulaire dans nos métiers ou nos activités. Voilà, pour donner le pouvoir à l'utilisateur de choisir de renseigner des informations ou non. Du coup, bravo, tu as gagné un livre. C'est Nabil qui a gagné le livre. Vous le connaissez? Il est devenu au premier vitesse. En intervenant, c'est clair. Bon, eh bien merci à tous. Donc voilà, on a dépassé, on est très content d'avoir abordé ce sujet. Moi je trouvais ça passionnant personnellement. Donc maintenant, si vous voulez, on peut se rendre au Mabilet. On change un peu nos habitudes. Oui. Audrey, qui est tendance alcoolique, me rappelle qu'il y a un punch offert. Voilà. On change un peu nos habitudes parce qu'on avait une grosse journée et ouais, on a eu un peu la flemme d'aller faire les courses. Alors il y a un punch du coup au Mabilet. Voilà, merci.